Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Emilian Galaicupăun, poète, romancier, essayiste, traducteur moldave et rédacteur en chef des éditions Cartier. Ses poèmes sont traduits dans une vingtaine de langues et son roman le plus célèbre, Tissu à vif 10x10, vient de sortir dans sa version allemande. Emilian Galaicupăun a reçu de nombreux prix, dont le prix national moldave de littérature en 2015 et le prix national roumain de poésie George Bacovia en 2019. Et il a appris ce lundi qu'il allait être décoré par la France au grade de chevalier des arts et des lettres. Emilian Galaicupăun, bonsoir et d'abord, toutes mes félicitations. Bonsoir, je suis ravi de pouvoir parler comme ça. Pour moi, être dans cette langue, dans cet entretien qui se passe toujours avec des nouveaux gens dans la culture, dans la littérature française, dans l'univers français surtout, c'est quelque chose de mon quotidien. C'est pour ça que je suis très ravi d'entrer dans cette logique de dialogue. Voilà. Oui. Et encore une fois, félicitations pour votre décoration. Ça a dû vous faire très plaisir. Ah oui, j'ai traduit pas mal des auteurs français. J'ai traduit par exemple 5 ou 6 livres de Michel Pastoureau, un certain Roland Barthes par exemple. Donc, ce sont des grands auteurs et surtout, ce sont des auteurs qui m'ont influencé en tant qu'écrivain parce que, par exemple, mon titre d'une anthologie, Art migratoire, les arts parlants, ça vient du langage héraldique de Michel Pastoureau. Donc, à un moment, quand j'ai traduit l'histoire symbolique du Moyen-Âge occidental, j'ai déjà trouvé quelque chose de très poétique dans cet ouvrage et c'est pour ça que je suis connecté à la pensée symbolique, etc., etc. Oui, ça je l'avais bien compris. Alors, vous faites bien, rentrons dans le vif du sujet. Première question, que voulez-vous transmettre à travers votre écriture, que ce soit l'écriture de poèmes ou de romans? Vous savez, pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui essaie de vivre dans sa langue et dans sa culture, mais pas seulement dans sa langue, parce que nous sommes tous au moins bilingues ou trois langues, parce que j'ai vécu dans l'Union soviétique, donc j'ai parlé le moldave, le roumain. Quand vous dites nous sommes, c'est... Pardon, excusez-moi, je vous coupe, c'est en Moldavie. En Moldavie, oui, c'est en Moldavie soviétique. Et c'est pour ça que j'ai donc, à partir de tout petit, l'âge tout petit, j'ai appris le russe. Bien sûr, on parle le moldave, le roumain chez nous à la maison. Et après ça, j'ai appris le français. Et quand tu commences à écrire, quand tu entres dans cette logique de construire un monde, tu dois choisir la langue d'abord. Donc, je dois avouer que dans les premières classes, j'ai écrit et en roumain, en moldave avec des lettres cyrilliques et en russe parce que l'atmosphère autour de moi, c'était l'Union soviétique, c'est pour toujours. On pensait que l'Union soviétique, c'est pour toujours. Et pour nous, les tout jeunes à l'époque, c'était important de trouver pas seulement sa voix, mais la langue, donc elle pouvait nous exprimer. Et pour moi, c'était un choix à un moment donné de faire une option, soit pour la langue maternelle, mais qui était, vous parlez de petite minorité en Union soviétique, soit le russe qui était parlé pour tout le monde. Heureusement, j'ai fait le bon choix, parce que je suis né dans une famille où mes parents aussi ont fait de la philologie. Donc ma mère était prof de langue et littérature, mon père est journaliste et donc j'ai resté dans la logique de ma langue maternelle et écrire, c'est-à-dire construire dans sa langue maternelle. Plus que ça, c'est construire quelque chose qui, avant toi, n'était pas encore fait. Donc, pas seulement d'inventer, mais de faire des constructions pour le futur, parce que ces choses vont servir après ça pour les autres écrivains, pour développer, etc., etc.
donc dans l'idée de transmission. Je vais, si vous le voulez bien, je vais lire vous m'avez envoyé quelques pages de votre roman le plus célèbre, Tissu à vif 10 x 10, qui m'a fait, alors il y a des passages qui m'ont fait beaucoup rire, hein. L'humour est un élément majeur, hein, de ce que vous produisez. Il y a aussi beaucoup... aussi, parce que je jongle toujours avec les choses asériques et beaucoup d'humour. Excusez, je viens d'intervenir, mais c'est important de dire. J'ai vécu dans mes premières années à Chisinau en plein centre, et autour de nous, il y a plein de familles juives. Ils ont un humour formidable. J'ai grandi avec ce humour juif quand on se moque des choses les plus pires qu'on peut arriver. Et c'est pour ça que j'ai fait cette, disons, balance entre l'humour et les pages tragiques. Il y a aussi beaucoup de références littéraires et cinématographiques. Et je veux préciser que la traduction est de Laure Hinkel, que nous connaissons bien ici à Bucarest, qui traduit beaucoup d'auteurs roumains. Alors je vais juste lire un petit extrait pour qu'on se rende compte un peu de votre style. Son code vestimentaire privé révélait au grand jour ce que le code des bonnes manières aurait voulu cacher: le désir, la passion, le tempérament, sans pour autant la rendre plus accessible, et ce n'est que nue qu'elle répondait au nom de Helga. D'ailleurs, ceux qui lui avaient souhaité sa fête se comptaient sur les doigts d'une main, dont chacun se croyait le premier doigt, elle seule sachant lequel l'avait été. De son point de vue, tout homme, avant d'entrer dans son champ d'action, ne lui apparaissait que sous deux perspectives. Il était impossible de ne pas la vouloir. Celle du « il me veut, il n'en peut plus » et celle du « il me veut, mais il ne peut plus ». Et finalement, ces derniers n'étaient pas écartés pour avoir l'occasion, sous la devise de liberté, égalité, fraternité, de lui prouver le contraire si il pouvait. Alors, c'est un passage qui m'a fait beaucoup rire. Et donc, voilà, j'espère que ça va motiver les lecteurs pour vous lire également. Autre question. Également. Oui. Emilian Galay-Coupaun, qu'est-ce que le poème peut que la littérature ne peut pas? Vous savez, je crois depuis toujours que la poésie, c'est le point culminant d'une littérature, d'une culture, d'une civilisation. Les poèmes les plus importants, soit en français, en moldave roumain bien sûr, en russe, n'importe quelle langue, sont le clé de voûte d'une culture, d'une civilisation. Et je crois qu'ils ont cette capacité de tenir toute une structure très lourde, parfois très arborescente, mais c'est grâce à eux, à ce point culminant, que toutes ces structures résistent. Bien sûr, il y a des romans, des nouvelles, des essais, etc., mais ça, c'est déjà à l'horizontale. Mais la verticalité d'une littérature, ce sont toujours les poèmes qui confèrent cette verticalité à la culture, à la littérature, à la langue. Et c'est grâce à ces poèmes que la langue devient presque aphoristique. On toujours peut citer des vers, pas seulement des poèmes entiers, mais des vers qui structurent une langue. Et là, la chair est triste, et j'ai lu tous les livres, c'est génial. C'est une vers du Mallarmé qui structure une civilisation, n'est-ce pas? D'accord, c'est une très belle réponse. Merci. Alors, dans un article de 2012 de Nicolas Trifon, que nous avons d'ailleurs déjà reçu dans cette émission, un article édité dans le Courrier des Balkans, celui-ci vous décrit comme un écrivain moderne. C'est quoi, selon vous, être un écrivain moderne ? Je crois que c'est très important pour la modernité d'être connecté à tout ce qui se passe autour de toi, mais en ce même temps de garder une esprit
esprit d'histoire, c'est-à-dire d'avoir la conscience historique, d'avoir des références historiques, pas seulement de son vivant. Donc le temps passé parce que j'ai vécu en Union soviétique, j'ai vécu en Moldavie qui vient de déclarer son indépendance. À ce moment, je suis à Chisinau et j'espère bien rejoindre avec mon pays l'Union européenne en 2028 ou 2030. Mais important donc d'avoir cette conscience du temps qui travaille dans la culture, dans l'histoire de son peuple, des peuples autour de notre peuple, et d'un autre côté, d'avoir ce sentiment de ce qui se passe en ce moment. Donc l'actualité, pas seulement des médias, mais l'actualité qui peut changer l'histoire. J'ai vécu plusieurs moments de cette actualité très pressante. Par exemple, je me rappelle très bien le jour de putsch de Moscou. J'ai reçu très tôt le matin un coup de téléphone. Ils m'ont dit que, écoutez, à Moscou se passe quelque chose et peut-être ça va tout balancer. Et j'ai eu le sentiment que ça, c'est quelque chose qui va faire une rupture. Donc, c'est fini. Je ne sais pas, à l'époque, je ne savais pas si on va... Là, vous parlez du début des années 90, pardon, excusez-moi. Oui, 91, voilà. 91. C'est 91, c'est le 17 août. Une petite détail, à ce moment, mon livre, le troisième livre de poèmes, Les Visitations au-dessus de gouffre, il était sous à l'imprimerie, il doit sortir, mais par hasard, si par exemple les putschistes auront gagné, jamais ce livre ne sortira pas. Mais bon, c'est mon petite histoire personnelle, mais ça a une liaison avec l'histoire générale parce qu'à partir de ce moment, toute notre histoire a fait, disons, un demi-tour plutôt vers l'Europe, même si on a eu des années communistes en Moldavie, même si on a eu un président communiste, Voronin, même si on a eu des années assez instables, mais quand même, on a eu toujours ce vecteur européen et on a toujours pensé à l'intégration. On a fait ça très pratique parce qu'il y a plein de Moldaves déjà qui travaillent partout en Europe, ils sont très bien intégrés. C'est pas seulement la première génération qui ont travaillé au noir. Ce sont des intellectuels qui ont fait ces études à Paris, à Berlin, à Amsterdam, qui sont intégrés très bien dans les structures françaises, allemandes, italiennes, etc. Donc, c'est ça, être moderne, c'est avoir cette conscience de son temps et de temps à venir. Alors, toujours sur la modernité, mais de façon plus générale, avant de commencer cet entretien, vous me disiez que vous n'aviez pas de téléphone portable. Et alors, ma question, c'est précisément, dites-nous ce que vous pensez de cette modernité actuelle qui est quand même très technologisée, qui est un peu aseptisée et qui nous contrôle quand même aussi beaucoup. Vous savez, j'espère toujours de pouvoir garder mon temps pour des choses très importantes que je sais que je dois faire. Pour ça, je dois, disons, plus ou moins contrôler le temps fixe, donc aux minutes. Je ne peux pas répondre à n'importe quel téléphone parce que quelqu'un veut juste des mots pour une petite interview sur un sujet qui ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'essaie de garder une sorte de liberté de communication. Concernant les médias et tout ce qui se passe autour, j'ai pas peur de cette modernité parce que, par exemple, je peux signer un contrat avec Gallimard pendant 5 minutes. Je peux envoyer des mails, on peut très bien mettre d'accord et ça va. Et on gagne du temps à ce moment-là, oui. Et on gagne du temps. La modernité technologique nous permet. Oui, pardon, oui. Oui, mais de notre côté, quand les technologies nous proposent un mode de vie, quand ils nous proposent un modèle, surtout pour les jeunes, qu'on doit suivre tout le monde. Donc, je connais des jeunes gens qui changent son téléphone mobile chaque 2 années ou chaque année parce que c'est déjà quelque chose, un appareil qui a vieilli, etc. Ça, je n'accepte pas parce que c'est déjà la technologie qui nous contrôle et c'est elle qui nous impose des modèles. Je crois que l'homme est toujours la référence
la plus importante, je crois que les relations entre hommes ne se résoudront pas à des questions téléphoniques ou à des mails. Je crois que le franc-parler et la présence physique est très important et aucune technologie ne peut venir sur cet aspect, c'est l'homme, c'est la présence très importante. Mais quand vous voyez, je suppose que vous êtes parfois en contact avec des générations un peu plus jeunes, est-ce que vous êtes optimiste quand même? Vous vous dites que l'humain, à un moment donné, prendra le dessus? Je suis très en contact avec les jeunes. Presque chaque semaine, je passe 1 heure, 2 heures dans un lycée de Kishinev, de Belz, de Kahoul. Je voyage beaucoup. J'ai plein d'amis parmi les plus jeunes. Et je sais très bien, par exemple, qu'ils sont très intelligents, bien sûr. Et ils ont tous les moyens, ils se débrouillent très bien. Mais parmi ces gens, il y a plein de filles et de garçons qui lisent. Par exemple, il y a un lycée très bon chez nous, Spiru Kharet. Ils ont un cercle de littérature contemporaine. Il y a 2 factions dans ce cercle. Il y a des gens qui aiment Lyosa et d'autres qui aiment... Vous savez, c'est génial ça. Donc, ils ont des polémiques, les pro-Lyosa, pro-Marquez. Et ce n'est pas une cas singulière. Et parmi eux, toujours, je trouve des gens qui ne s'intéressent pas, pour qui les technologies sont juste un moyen d'accéder à des livres, à des films, à des spectacles, etc. Donc on peut... Comme moi, j'utilise le Facebook, les mails, etc., mais juste pour être dans ce monde des idées, des lettres, etc., etc. Oui, tout à fait. Et pour ça, je suis assez optimiste. Je reste encore une optimiste parce que dans chaque génération, et j'ai vu déjà des générations des étudiants, des élèves qui reste toujours en contact avec la littérature, qui vient toujours pour nos lancements de livres. Nous avons une librairie très importante au centre de Chișinău, s'appelle Librăria din Centru. Chaque jeudi soir, je fais un lancement du livre et j'ai toujours de la librairie pleine de jeunes gens qui viennent, qui assistent, qui achètent des livres, qui restent après le lancement pour dialoguer avec des écrivains. Donc ça fonctionne. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que vous dites me fait penser aussi, j'ai la chance d'être en lien avec des étudiants de la faculté de journalisme à Bucarest. Je vois que beaucoup d'entre eux arrivent à avoir un esprit critique et à avoir un vrai recul par rapport voilà, aux objets technologiques, et ce sont des lecteurs également. Actualité récente. Emilian Galoï-Coupaun, comment avez-vous vécu les élections récentes en République de Moldavie qui ont vu la victoire de la position pro-européenne au sein du Parlement? Qu'est-ce qui vous fait espérer? Et depuis Chișinău, qu'est-ce qui vous désole toujours? Disons qu'avant cette élection, on a eu en 2024 une élection présidentielle très importante pour nous parce que pendant les dernières 4 années, Maia Sandu a été une présidente très très forte. Toutes les moyens, et les Russes ont utilisé tous les moyens pour l'écarter du pouvoir. Et pour moi, par exemple, cette élection parlementaire a commencé effectivement en 2024 par l'élection présidentielle. Le fait que Maia Sandu a gagné et qu'elle a gagné très confortablement après une tornade d'influences russes qui ont essayé de l'écarter est déjà un bon signe. C'est vrai que les gens se sont mobilisés. On a eu une extraordinaire mobilisation, pas seulement dans la diaspora parce qu'elle toujours nous a sauvés, mais également dans notre pays, donc en Moldavie. Il faut encore remarquer un truc. Cette fois, pour les élections parlementaires, les autorités ont appris la leçon d'influence étrangère. Donc, on a eu plein
des arrestations, des gens qui ont essayé d'acheter les voix. On a découragé les gens de manipuler le bulletin. Et pour moi, c'est très important. Et je crois que c'est grâce à l'ex-premier ministre Dorin Reicham qu'on n'a pas eu des incidents majeurs aux sections de vote. Et on a gagné du vrai. Donc, ce n'est pas des élections truquées, bien sûr. On a gagné du vrai parce qu'on a eu une très bonne mobilisation et on a senti l'État qui était très présent dans les secteurs et dans la vie publique. Donc, on n'a pas osé d'intervenir en force, les forces qui ne nous aiment pas. Oui, bah, d'un côté, c'est un message qu'il est positif d'écouter depuis Bucarest, hein, comme quoi c'est possible et que l'État peut contrecarrer cette tornade d'influence russe, comme vous le dites. Et puis il y a eu cette mobilisation. Donc pendant la campagne et juste avant le vote, vous étiez relativement confiant? Non, pas du tout. J'étais assez pessimiste à un moment donné parce que j'ai vu l'ampleur des influences, etc. Donc, plein de gens qui venaient avec beaucoup d'argent. C'est presque 300 millions d'euros qui sont engagés pour cette campagne pour que l'opposition pro-russe gagne. Oui, pour déstabiliser la République, etc. Mais d'autre côté, j'ai eu des entretiens presque partout dans la Moldavie, donc au nord de la Moldavie, au sud, en plein centre, et j'ai vu plein de gens, surtout les gens assez jeunes, assez lettrés surtout, il faut dire ça, qui ont senti une énorme responsabilité. Vous savez, on a eu une période où même les plus, disons, les plus lettrés, les plus illuminés ne croyaient pas déjà en État. J'ai des amis qui ont boudé d'autres élections parce qu'ils ne croyaient pas que c'est possible de changer quelque chose. Enfin, en ce moment, on a une classe politique, c'est pas idéal, il n'existe pas une classe politique idéale, mais une classe politique assez responsable et quand tous les connaît personnels. Et par exemple, parmi les ministres du gouvernement Reicham ou de gouvernement de Alexandru Montano, j'ai plein d'amis. Donc, c'est quelque chose de très personnel déjà, et d'amis, pas de dernière heure, donc plein d'amis déjà d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années. On se connaît, on a la confiance dans la capacité intellectuelle, dans les moyens de faire, dans le caractère. Surtout, j'aimerais souligner ça. On a en ce moment en Moldavie une classe politique de caractère. Je parle bien sûr de notre président Maia Sandu. Je connais très bien Alexandru Munteanu. Nous sommes collègues à l'Alliance française de Chișinău. On se connaît pendant une trentaine d'années déjà. C'est quelqu'un de très bon caractère. Il était président, je crois, non, de l'Alliance française, c'est ça? Il a fondé plus que ça. Il est président de l'Alliance, mais c'est lui qui a fondé l'Alliance française de Chișinău. Donc, c'est un homme de caractère. On est né dans le même année 64. Et répète, je connais très bien Nicu Popescu qui est envoyé émissaire spécial à Paris. Je connais Mihai Popșoi et d'autres. Donc, à partir d'une classe à ce moment très responsable, très lettrée, très bien préparée, je crois que les chances de la Moldavie pour intégrer pleinement, pas comme quelqu'un qui est venu intégrer pleinement les structures européennes. Je crois que c'est possible. C'est déjà faisable. Très bien, très bien. J'espère. Quel est votre rapport avec la Roumanie? C'est un rapport assez naturel. Ça fait partie de moi-même parce que j'ai publié des livres en Roumanie. La maison Cartier est très présente dans les librairies de Roumanie. Les auteurs, les plus importants auteurs roumains, comme Emil Burmaru, Șerban Farț, Alexandru Mușna, Crăciun et d'autres, sont présents dans la maison Louis Cartier. Mais vous savez,
avant la chute de l'Union soviétique, je ne pourrais même pas imaginer de voir dans ma vie Iași, par exemple, qui est juste à côté de Chisinau. Parce que pendant l'Union soviétique, les frontières sont étanches, on ne peut pas sortir de l'Union soviétique. Et pour moi, c'est le rêve le plus important de voir Iași, pas Paris, pas n'importe quelle capitale européenne, Iași d'abord, parce que toutes les références culturelles, toute la littérature, les classiques de la littérature roumaine sont Iași, Botoșani, donc c'est cette zone de Moldavie historique. À ce moment, il faut sortir un passeport pour passer la frontière, etc. Mais on est tellement intégré dans tout ce que c'est le processus littéraire roumain que je ne sens pas... c'est juste du point de vue administratif que je dois sortir un passeport, mais pour publier mes livres en Roumanie, pour être dans la rédaction de la revue Vatra, à Târgu Mureș, je n'ai pas besoin de papier. Donc, c'est juste la présence intellectuelle, la présence littéraire qui est là. Et voilà. D'accord. Et Chișinău, quel est votre rapport avec cette ville et comment vous la décririez, cette ville? Vous savez, quand je parle de Chișinău à des amis roumains qui ont beaucoup voyagé, je suis toujours très surpris qu'une toute petite minorité connaisse cette ville. Je les invite toujours à la découvrir. Pour vous, elle représente quoi et comment vous la décririez? Vous savez, j'ai une célèbre poème qui s'appelle Cău, C-H-A-U, donc qui signifie Chișinău, mais qui peut signifier le chaos. J'ai un rapport assez nuancé. Donc, d'un côté, reste encore plein des endroits pleins des gens surtout avec une mentalité soviétique. Chișinău était une ville qui était presque rasée pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Russes. Après ça, ils ont le construit à leur manière, donc très soviétique. Il y a des boulevards, il y a plein de rues qui ressemblent à n'importe quelle ville soviétique. Et ça, c'est le côté qui m'intéresse le moins. Et surtout, il y a des gens qui restent encore ancrés dans cette réalité soviétique. On toujours vote rouge dans quelques secteurs de Chișinău, donc il faut faire avec. D'autre côté, Chișinău, surtout les principales artères et la vie culturelle et la vie économique, il a une dynamique formidable. Dans les dernières années, on peut dire qu'on a fait une sorte de saut mongol. Donc, on est exactement comme n'importe quelle capitale en plein centre, par exemple, très lumineux, des magazines très chics, des gens qui s'habillent très bien, qui passent leur temps au café, etc., etc. La ville est assez ouverte à ce moment. On a malheureusement une administration qui n'est pas, à mon avis, en tout cas, n'est pas très, très bien. C'est l'ex-socialiste qui est le maire de Chișinău, mais je crois que en ensemble, c'est une ville très dynamique et très lumineuse à ce moment. Et surtout, une ville où il y a une formidable activité culturelle. Il y a quelques mois, pendant l'année, en mai, en septembre, octobre, on a presque chaque jour 2-3 festivals, 2-3 lancements de livres, spectacles, etc. Il faut toujours choisir. C'est assez dur parfois. Tu es invité à n'importe quel, à 3-4 événements et tu dois choisir. Tu vas voir un spectacle, un lancement du livre ou une conférence, etc. Et c'est pour ça que je crois que Chișinău a balancé déjà du côté des villes
je n'ose pas dire une ville lumière européenne, mais une ville européenne, c'est sûr. Oui, parce que quand vous décrivez Chisinau, vos mots me rappellent ceux de Mihai Fusu, le directeur de théâtre, Oui, que mon nous ami avons, très bon. oui, que nous avons également invité à cette même émission, et il nous disait comme vous qu'il y avait une vraie vie culturelle, nous parlait des bars à vin, et ce que vous dites Oui. me rappelle cet entretien. On va terminer sur ce que nous disions au début et votre rapport avec la langue française. Avant cet entretien, vous me confiez que quand vous allez à Paris ou dans d'autres capitales européennes et que vous étiez en lien avec vos amis français ou francophones, eh bien Français, francophone. voilà, ouais, il y avait, voilà, vous aimiez beaucoup passer ce temps à rire, à dialoguer pendant des heures, un peu hors du temps. Oui, parce que le français pour moi, c'est quelque chose, disons, à mon avis, l'éternité par le français. Pourquoi? Parce que Vous dites l'éternité parle français, c'est ce que vous dites. l'éternité parle le français. Voilà. Et pour moi, parce que il y a eu des monuments littéraires français d'une millénaire. À partir du haut Moyen-Âge et d'autres, donc des textes de référence, etc. Je me rappelle Louise Labbé, par exemple, avec ce vers « baise-moi, rebaise et baise encore », donc plein de références. Et quand je suis avec mes amis français à Paris ou n'importe où, on redécouvre pas seulement le plaisir de parler une belle langue, mais on entre dans une sorte de civilisation où on joue avec l'intelligence. La langue française est une langue extrêmement intelligente, c'est une construction très subtile, très fine. Donc on a plein de références culturelles qui sont pas seulement les références françaises, ce sont des références universelles. On joue avec des mots. Moi-même, j'ai inventé plein de mots en français. Par exemple, prêt-à-portrait, s'il vous plaît. Ouais. Ou presse-paupière, ou mot à mort, etc., etc. Et on joue avec cette langue qui est assez permissive pour entrer dans ce dialogue culturel, c'est une langue une culture très généreuse qui a fait entrer dans ces rangs des auteurs, n'importe de quel horizon, par exemple Émile Cioran, si on cite les auteurs roumains, ou Eugène Ionesco, ou Matei Vișnea, qui aussi publié, il écrit ses pièces en français et les textes, les romans et les poèmes en roumain. Donc, être avec mes amis francophones dans cette langue, c'est-à-dire être dans l'universel. Et ce sentiment d'appartenir à une grande culture. Parce que on est né dans des nations. Je suis roumain de Moldavie, donc j'appartiens à cette nation. J'écris un roumain, même s'il m'arrive parfois d'écrire des pages en français, mais c'est un roumain toujours. Mais quand tu parles, quand tu vois ces textes publiés en français, quand tu participes au Salon du Livre, j'ai participé plusieurs fois au Salon du Livre de Paris, tu entres déjà dans une autre logique. Tu es une auteure européenne. Tu te revendiques de cet espace européen où tout est possible, où les grands dialogues se passent à ce moment-là. Je crois que c'est une chance énorme d'avoir cette Europe assez ouverte pour les autres, pour les gens qui viennent d'autres horizons. Je me rappelle à propos d'autres horizons, les derniers concours français, c'est par exemple Marine Diaye qui vient de Sénégal, c'est Bougar Sarr également qui vient de Sénégal. Ce sont des auteurs qui écrivent dans un très bon français, mais ils n'habite pas à Paris, il habite à Sénégal ou n'importe où. Parmi les Roumains, il y a Vintile Horia qui a publié son roman Le Dieu est né en exil et il est aussi a gagné le prix Goncourt. C'est un roman écrit en français. Donc, cette présence dans la langue française, dans la culture française, me donne le sentiment d'être européen, né européen, de rester là.
Emilian Galaicou-Paun, pardon, merci beaucoup de vos propos. Je voudrais également remercier Lina Graun de l'émission Moldova Zoom qui nous a mis en lien. C'est grâce à elle que j'ai fait votre connaissance et j'en suis ravi. Merci beaucoup. L'émission est diffusée également sur Chisinau. C'est pour ça que personnellement j'aime beaucoup et j'insiste toujours pour avoir des invités moldaves francophones. En tout cas, ça a été un plaisir et merci de vos belles paroles et je me rappellerai notamment de ce que vous avez dit sur le français qui est la langue de l'éternité. C'est très bien dit, ou plutôt l'éternité parle français. Très bien. Merci beaucoup, Emilian Galaicou-Paun, et j'espère à bientôt à Bucarest ou à Chisinau. À bientôt à Bucarest, c'est le Gaudeamos qui va venir en décembre. Je sais que vous venez. Nous allons lancer le livre de Robert Badinter, Idis. Nous avons publié ses mémoires à Cartier. Donc, à Gaudeamos, je vous invite déjà pour faire un reportage de ce lancement du livre. Très bien. Merci, Emilian. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir également. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir à Chisinau ou à Bucarest ou ailleurs en Moldavie ou en Roumanie. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Week-end Placout. Au revoir.